Bien, bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour ce premier débat qui sert en quelque sorte d'apéritif aux journées d'été des écologistes qui vont commencer dans une heure. C'est une discussion aujourd'hui à partir de la question « Faut-il fuir les métropoles ?» et ce n'est pas tout à fait un hasard si cette question vient aujourd'hui dans le débat, puisque c'est une vieille question, la question de la ville, c'est une vieille question chez les écologistes, mais aujourd'hui c'est une question qui prend une acuité un peu particulière. Et cette question de la ville qui a été et qui est le creuset, mais aussi l'une des conditions essentielles de ce fantasme un peu mortifère caractéristique de la modernité occidentale, c'est-à-dire la distinction entre l'homme et la nature, et cette idée d'une domestication de la nature par l'homme qui est vraiment au cœur du projet des constructions de la ville moderne. Eh bien, il est important qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous réinterrogions, nous critiquions de nouveau cette question pour construire ce qu'on appelle un peu une sorte de lieu commun, mais pourquoi pas le monde d'après. Donc aujourd'hui, avec moi, deux auteurs d'ouvrages à paraître. Le premier, c'est celui de Claire Desmarres-Poirier. Je le montre là, je ne sais pas si la caméra peut faire un gros plan, mais sinon je le remontrerai. Donc Claire est née et a vécu son enfance dans une petite bourgade rurale en Normandie. Puis elle a été attirée, comme beaucoup, par les lumières de la ville. Et elle est arrivée à Lille, où elle est diplômée maintenant de l'Institut d'études politiques de Lille. Et puis, au terme d'un parcours professionnel, elle a décidé de changer de vie et d'aller s'installer dans la Bretagne Sud, en Ille-et-Vilaine, pour construire avec son compagnon un projet qui est un projet d'une ferme, et pas simplement d'une ferme, mais aussi d'un café, d'une librairie. Et c'est cette expérience qu'elle raconte dans un livre qui s'appelle « Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive ». Alors, c'est un livre où son expérience est en fait au service, illustre en réalité une réflexion en faveur d'une nouvelle ruralité, de ce qu'elle appelle une ruralité positive, on y reviendra. Et c'est un livre très percutant, très intéressant, où elle ne cache pas l'ensemble des difficultés qu'elle a rencontrées, mais aussi où elle pose des vraies questions politiques qui nous intéressent. Et puis, Guillaume Faburel, qui est, lui, l'auteur d'un livre qui va paraître tout début octobre, qui s'appelle « Pour en finir avec les grandes villes, manifeste pour une société écologique post-urbaine ». Alors, Guillaume Faburel, c'est un géographe, un urbaniste, un politiste aussi. Il fait beaucoup de choses, puisqu'en réalité, ces questions de l'urbain et des territoires renvoient à de multiples disciplines de sciences sociales. Il est professeur à l'université Lyon 2. Il a écrit un essai aussi percutant qui a eu un grand succès en 2018, qui s'appelle « Les métropoles barbares », qui est aujourd'hui en poche. Je le montre aussi, qui a obtenu le prix du livre de l'écologie politique, et dont vous trouverez, avant la sortie du livre, vous pouvez aller sur le site de la Fondation de l'écologie politique qui organise cet atelier, où Guillaume et son équipe de chercheurs ont publié toute une série de notes à propos de la société post-urbaine. Et donc, avec ces deux auteurs, nous allons partir de cette question « Faut-il fuir les métropoles ?» Et je voudrais qu'on parte en réalité d'une expression qui est le titre du livre de Claire, l'expression « exode urbain ». Il se trouve qu'à la faveur si je peux m'exprimer ainsi, de la crise sanitaire, c'est une expression qui a eu tout d'un coup une valeur positive, alors que c'est une expression qui fait peur. L'exode, c'est de la fuite, mais de la fuite contrainte. Bon. L'exode rural, c'était la fuite d'un certain nombre de gens, de jeunes qui quittaient les campagnes dans un contexte de modernisation industrielle de la société, qui ne le faisaient pas nécessairement par choix, mais qui le faisaient souvent sous l'emprise de la nécessité économique. Bon. Mais en même temps, paradoxalement, cet exode, ce n'est pas simplement une fuite, c'est aussi une marche vers quelque chose de plus positif, ce que Claire appelle la ruralité positive, mais
ce que Guillaume appelle une société post-urbaine, c'est-à-dire un vrai choix, une vraie construction. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu pour commencer la discussion sur cette expression-là et ce que vous y mettez, en commençant par Claire, après tout, puisque c'est le titre de son livre. Oui, merci Bastien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été posées. J'ai choisi ce titre à dessein. Je sais que quand on parle d'exode, on utilise un terme qui n'est pas anodin. Et j'ai souhaité vraiment utiliser ce terme parce que pour moi, c'est une nécessité et c'est un mouvement qui doit prendre forme de manière ample. Et puis c'était aussi une réponse, c'est avant tout une réponse à l'exode rural. C'est-à-dire que, si aujourd'hui on parle d'exode urbain, je pense que Guillaume en parlera plus longtemps, on vit des villes tentaculaires, des métropoles, c'est parce que, on va dire depuis le 19e siècle, mais quand même de manière beaucoup plus massive pendant les 30 Glorieuses, on a extrait, pour construire la société productiviste, des gens qui étaient autonomes, qui vivaient dans leur communauté pour en faire des facteurs de production, c'est-à-dire les mettre à la chaîne dans les usines et en faire des clients pour les produits qui sortaient de manière continue de ces chaînes de production. La ville s'est construite pour la production et la consommation et donc c'est le produit de l'exode rural. Aujourd'hui, si je parle d'exode urbain, c'est justement pour essayer de trouver un contrepoint à ce schéma. Et de la même manière que l'exode rural reposait à la fois sur, si on parlait de la nécessité économique, il y a quand même des gens qui ont quitté, moi je suis en Bretagne, qui ont quitté la Bretagne aussi parce que c'était des régions de famine, hein, c'était des régions où la situation était, économique pour les familles paysannes était très précaire et la possibilité d'accéder à des conditions de vie plus favorables dans des HLM qui à l'époque représentaient, les grandes barres d'immeubles qu'on juge aujourd'hui comme des problèmes, à l'époque c'était un rêve pour beaucoup de paysans qui quittaient des espaces sans accès à l'eau, à l'électricité, etc. Donc à la fois ils étaient mus par cette nécessité économique, mais ils étaient aussi mus par un rêve et par un idéal. Et je pense que, et donc du coup c'était la promesse de la réussite, c'était la promesse de l'individu libre, le fait de pouvoir s'émanciper de sa communauté, de pouvoir se marier en dehors de sa communauté. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient très intimes et qui touchaient à des choix de vie en fait. Et l'idée de ce que je propose dans cet ouvrage, c'est vraiment de renverser ce schéma à la fois par des leviers qui sont des choses très intimes, parce que ce qui fait un choix de vie à la ville ou à la campagne, en fait c'est plein de petites choses, où est-ce qu'on veut élever ses enfants, comment on veut travailler, dormir, s'alimenter, avoir des relations sociales. Donc il y a plein de choses qui relèvent de l'intime, mais tous ces arbitrages réunis, ça fait un fait de société. Donc l'idée de l'exode urbain, c'est de créer un nouveau paradigme. Merci Claire. Moi c'est Guillaume. Oui. Justement, pour rebondir sur ce que disait Claire, s'il s'agit de fonder en raison un nouveau paradigme, alors même qu'on hérite quand même de quelques siècles de nécessité de tous nous agglutiner, parce que la ville, comme Bastien l'a rappelé en introduction, ça reste quand même un projet du capital. Voilà. C'est un lieu où économiquement et politiquement, il est de bon ton de résider. Et ça depuis des siècles et des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Donc c'est pas anodin pour nos vies, c'est pas anodin pour nos histoires politiques. Du coup, parler de l'exode rural et passer à l'exode urbain, ça pose immédiatement la question de qu'est-ce qui nous inciterait à franchir le pas, en tenant compte de l'épaisseur du temps et du poids des mythes et des imaginaires que l'on a tous en nous, des habitudes que l'on a prises et des nécessités économiques et politiques d'habiter ou de résider en ville. Donc du coup, pour moi, exode urbain, ça pose immédiatement la question de qu'est-ce qu'on va devoir commencer par décoloniser dans nos esprits et dans nos manières de nous comporter. Qu'est-ce qu'on va devoir commencer à déconstruire, à désapprendre, pour mieux réapprendre. Parce que si le paradigme est positif, si la ruralité se veut positive, ou une valence positive, elle peut aussi être la seconde étape du drame écocidaire de la métropolisation du monde. Si on ne déconstruit pas quelques appétences pour l'accélération du mouvement, pour la connectique incessante, pour le divertissement permanent, il y a fort à parier qu'on aille pourrir toutes les terres qui sont en dehors des périmètres officiels des métropoles.
C'est ce qu'on dénomme la métropolisation du monde. En fait, la métropolisation ne se limite pas aux frontières urbaines. Donc l'exode urbain est à la fois un paradigme, mais un défi collectif, voilà, un enjeu premier, un enjeu majeur. Et la question qui se pose derrière, pour moi, c'est, je l'ai déjà dit, de quoi devons-nous nous déprendre pour mieux réapprendre. Il y a quand même tout un tas de choses que l'on a en nous, que la ville a enquistées et encastrées, et qu'il va nous falloir très rapidement réinterroger. Et la chose, c'est pas simplement de démobiliser ou d'avoir une mobilité plus réduite. C'est pas simplement d'être dans du cyber-minimalisme. C'est bien aussi un imaginaire commun. Tu parlais de la modernité. La ville nous a embarqués dans un délire d'illimitation, dans un désir d'éternité. Et c'est ça, c'est pas en un claquement de doigts que ça se réalise, c'est ça qu'il faut commencer à interroger, à déconstruire. Donc du coup, le choix de partir, c'est un choix qui peut engager un parcours de vie, qui peut engager un foyer, qui peut engager un collectif, mais c'est surtout une démarche, une épreuve, une opération qui embarque d'abord le rapport qui nous unit à nous-mêmes. Et là, il y a quand même du boulot. Et il y a du travail parce que, grosso modo, le consumérisme ambiant et le fétiche de la marchandise fait que ce sont des questions qui ne se posent pas. C'est un débat qui n'a pas lieu. À quel moment vous avez vu que la ville métropolisée était un débat digne de ce nom pour expliquer le désir de vouloir en partir? Non. Les médias mainstream mettent ça sous le tapis. Les grands partis, à l'exception de quelques-uns, continuent à vouloir et à avoir pour totem la ville, le productivisme et le point de croissance et le croissancisme qui se joue derrière. Donc il y a bien un enjeu derrière l'exode urbain. Ce n'est pas simplement un désir collectif, c'est comment on peut le réarmer. Et du coup, le manifeste qui sera publié début octobre vise, en complément de celui de Claire, à réarmer économiquement et politiquement les gens qui veulent effectivement débrancher pour partir des villes. Mais sous condition, parce que cette chose-là mérite un peu de sérieux, un peu de réflexivité, un peu d'énergie, quitte d'ailleurs à par moments être un peu déçu aussi ou se heurter à des difficultés qu'on n'avait pas imaginées. Donc c'est un paradigme et un défi collectif. C'est un défi aussi clair pour les écologistes, d'une certaine façon, puisque les écologistes, c'est quand même une pensée qui est très liée à la vie urbaine, qui naît dans la vie urbaine avec une sociologie d'urbain. Oui, alors je suis très heureuse. Je vais remercier Marine Tondelier, je ne sais pas si elle est là, mais de nous avoir offert cette tribune ce soir, parce que introduire les journées d'été par cette conférence, quand j'ai écrit ce livre, je ne savais pas où est-ce que ça se positionnerait dans notre famille politique, parce qu'il y a un rapport très ambivalent des écologistes aux territoires ruraux. Moi, j'ai été longtemps responsable de la commission agriculture et ruralité, où la ruralité avait du mal à prendre part, et où on a beaucoup de difficultés à construire un discours sur les territoires ruraux, parce qu'en fait c'est logique, c'est-à-dire que l'écologie politique, elle prend ses racines dans la relation à la nature, dans la relation au vivant, à l'environnement, et pourtant la sociologie de notre mouvement, intrinsèquement, elle est urbaine, et notre électorat est urbain, donc on a aussi un principe de réalité qui fait que le quotidien des gens qui animent la vie de ce parti est plutôt un quotidien urbain, donc leurs préoccupations sont urbaines, donc leurs propositions sont urbaines. Après, de toute façon, il faut changer les villes, donc tant mieux, et je suis très heureuse du résultat des municipales, mais je pense qu'il y a eu un virage, en tout cas pour moi, assez fort au moment des Gilets jaunes, où je me suis sentie très mal parce que, clairement, je ne pouvais pas soutenir de prime abord un mouvement qui se battait pour la taxe diesel. Et en même temps, quand j'ai vu la réaction des élites et des urbains vis-à-vis de ce mouvement des périphéries, je me suis dit, il y a un problème. Pour moi, le problème, il est très clair. Il est qu'il y avait à l'époque, dans ces débats, un refus de l'assujettissement à l'impôt, parce qu'en fait, une grande partie des ruraux se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Et qu'ils considèrent qu'eux, ils apportent au pot commun, mais que l'État, à tous les niveaux, tous les niveaux des collectivités territoriales, etc., ne considèrent pas leurs besoins, ne les considèrent pas, et en fait, qu'il y a une rupture du contrat social. Et donc, je pense que c'est aussi dans ce cadre-là que se pose la question de la ruralité positive. Voilà, j'utilise le terme de rural pride aussi. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'affirmation aussi d'un espace dominé, parce que la ruralité est un espace dominé, et de lui donner une place qui est sa juste place,
Alors, il ne s'agit pas forcément de créer une relation conflictuelle, parce qu'on me reproche ça, on me dit oui, mais c'est la ville contre la campagne. Ce n'est pas la ville contre la campagne, c'est la juste place pour les territoires, pour un équilibre des territoires qui aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune rural, on le pousse à partir vers la ville pour faire ses études, et on lui dit, Benoît Coquart, qui est sociologue, a travaillé sur ce sujet, je vous invite à lire son livre « Ceux qui restent », parce qu'en fait, ceux qui restent à la campagne, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de partir, c'est ceux qui n'ont pas la ressource pour le faire. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on soit capable de construire, nous, en tant qu'écologistes, un discours sur la ruralité qui ne soit pas un discours jacobin, parce que après les Gilets jaunes, on entendait « oui, mais Paris va donner aux territoires ruraux ». Enfin, à un moment, moi, je ne veux pas entendre ces discours-là. Le schéma, il n'est pas celui-là. Il y a des énergies sur les territoires, il y a des ressources. On a juste besoin des leviers pour pouvoir le faire. Je peux vous donner un exemple précis. On nous dit toujours une des limitations des gens qui veulent partir vivre à la campagne, c'est la question des déplacements. Je vais être dépendant de la voiture et donc c'est pas écolo de vivre à la campagne parce que moi je veux pas avoir une voiture individuelle. Ok, sauf qu'en fait il se trouve qu'avant la loi L'Homme qui est passée en décembre de 2019, donc c'est très récent, les communautés de communes n'avaient pas la possibilité de se saisir de la compétence transport. Ce que ça veut dire, c'est que ça faisait des territoires entiers où l'État ne pouvait pas prendre la responsabilité de développer avec les citoyens des services qui répondent à leurs besoins. C'est grave, en fait. Ça, c'est vraiment une question qui est importante. Et donc, la question aujourd'hui, pour moi, par rapport à ce que tu disais, en tant qu'écologiste, on a un discours à porter, et surtout un discours à porter depuis les territoires. Parce que ça, c'est une autre problématique. C'est-à-dire que notre sociologie étant très urbaine, il faut fédérer des acteurs des différents territoires. Mais d'ailleurs, je pense que c'est la même chose pour les quartiers populaires et c'est la même chose pour les outre-mer. Voilà, Damien Desvilles travaille là-dessus et on avance beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on fait vivre la pluralité des territoires et comment est-ce qu'on construit un discours et comment est-ce qu'on donne la parole aux acteurs d'une pluralité de territoires qui incarnent un idéal écologique. Merci Claire. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire deux choses. La première, c'est il y aura 10 minutes environ à la fin pour vos questions. Alors, deux façons de poser vos questions sur le live tweet des JDE. Et sinon, il y aura un micro qui sera un micro baladeur qui ira chercher vos questions. Bon. Et la deuxième chose que j'ai oubliée, ce qui va me faire une très bonne transition, c'est que Guillaume, dans la présentation que j'ai faite de Guillaume, j'ai oublié de dire qu'il était le pilote d'un projet très ambitieux qui va se développer en 2021, enfin qui est en cours, mais que vous verrez en 2021, autour d'états généraux, justement, autour de cette société écologique post-urbaine. Guillaume le pilote, avec le soutien notamment de la Fondation de l'écologie politique. Alors justement, ça me fait la transition. On a commencé à aborder là ce que disait Claire, c'était quand même de réfléchir aux conditions pratiques d'élaboration d'un projet politique. Et je voudrais qu'on atterrisse ou qu'on approfondisse cette dimension du projet politique. Et comment est-ce que toi, tu pourrais définir ce qu'est ce projet politique d'une société écologique post-urbaine? Alors, c'est un grand sujet, oui. Je sais bien, et on n'a pas énormément de temps, mais pour que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui vont nous écouter en replay, tous ceux qui sont là, repartent avec des choses peut-être un peu structurées en tête, des chantiers, des objectifs. Alors, oui, des chantiers, des objectifs, je ne sais pas. En tout cas, avec un peu d'élévation du ton. Je vais m'expliquer. Claire dit il faut réarmer les territoires. Il faut redonner des moyens ou donner des moyens. Si je suis parti des métropoles barbares pour aller sur un manifeste d'une société écologique post-urbaine, c'est parce qu'on a un problème avec l'urbain. Vous allez me dire, je suis un hamster, je tourne dans ma roue, j'emmerde tout le monde avec ça. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que s'il faut réarmer les politiques, il faut aussi interroger les politiques urbaines aujourd'hui. Et on a un problème avec les politiques urbaines, d'où la transition sur une société écologique post-urbaine. Quelles pourraient être les lignes d'action et les grands chantiers? Pour moi, le premier des chantiers, c'est d'arrêter de se bercer d'illusions écologiquement sur l'urbain. De croire qu'on aura une autonomie alimentaire à plus de 40 000 habitants. C'est démontré scientifiquement. De croire qu'énergétiquement, on pourra alimenter et rendre autonomes des agglomérats ou des métropoles de plus de 2, 4 ou 5 millions d'habitants. C'est inimaginable. Tous les modèles tournent et sont convergents, à la virgule près.
Donc on a un problème écologique avec l'urbain. Et donc ça interroge les politiques urbaines. Aujourd'hui, les choix qui sont faits ou les grandes orientations qui se dessinent dans les nouvelles municipalités converties à l'écologie m'interpellent beaucoup. Des fermes en aquaponie, des toitures végétalisées pour nourrir 2 millions d'habitants. Il y a un moment donné, il va falloir être un peu sérieux. Du coup, une société écologique post-urbaine passe aussi par réinterroger ces politiques-là. Et par exemple, une mesure qui commence d'ailleurs à faire son office, c'est comment, au lieu de la zéro artificialisation nette que le ministère nous a pondue, qui n'a aucun intérêt, puisqu'on va compenser comme si le vivant était duplicable, comment on débitume, comment on déminéralise des villes. Voilà une question. Mais ce n'est pas du mètre carré ou du centimètre carré. Il va falloir y aller. C'est la réquisition des logements. Parce qu'il y a des logements vacants, ce n'est pas la peine de continuer à bétonner, il y a de la disponibilité, il y a des commerces vacants, voilà, qui peu ou prou peuvent répondre aux besoins aujourd'hui du mal logement. Hein. Je renvoie aux travaux de la Fondation Abbé Pierre. Donc, dans les lignes que l'on pourrait dessiner, il y a toujours, selon moi, et je vais me détendre, il y a toujours, selon moi, cette question de réinterroger l'habitude que l'on a pris des politiques publiques. Et l'habitude que l'on a prise de croire que l'urbain pouvait être un levier de première envergure. Il peut l'être, mais à condition quand même d'élever un peu le niveau de jeu. Les pistes cyclables, c'est sympathique, mais c'est toujours pour faciliter éventuellement des liaisons ou des relations domicile-travail. Si on ne pose pas la question de la relocalisation de l'emploi, voire même du rapport au travail, ça ne sert à rien. C'est une politique de classe. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne du kilomètre déplacé domicile-travail en France, c'est 45 km. Il va falloir travailler les mollets pour faire ça en vélo. Donc du coup, on est dans cette aberration, on hérite de cette réalité-là. Cette réalité, c'est le Deus ex machina, le vortex métropolitain, celui qui a fait qu'on fait des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller travailler, celui qui fait qu'on s'est arraché de la nature, qu'on n'a même plus conscience des impacts écologiques de nos comportements quotidiens. Il va falloir que les politiques de ces grandes agglomérations, les élus métropolitains, pour moi, radicalisent un peu le point de vue. Je sais qu'électoralement, ce n'est pas forcément bienvenu, mais autant en profiter, il y a 5 ans qui viennent de s'ouvrir. Et du coup, derrière, éventuellement, de poser la question de politique publique qui pourrait avoir des effets et pas simplement ce que l'on voit habituellement dans la chronique environnementale. Tout n'est pas acheté, mais il me semble que 1. Désartificialiser, 2. Déminéraliser, 3. Réquisitionner, 4. Taxer à hauteur les comportements négatifs, ne plus se laisser piéger par la fameuse écologie punitive. Il y a des comportements répréhensibles. Un SUV doit être taxé plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Un transport en avion, un trajet en avion doit être taxé plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut avoir le courage de dire les choses à un moment donné. Nos comportements sont écocidaires. Et un fragment de la population est responsable de ça en continuant à accélérer dans la roue métropolitaine. Et du coup, je termine sur les grandes perspectives, peut-être qui seraient moins du ressort des politiques au sens quadriennal ou quinquennal. C'est la question notamment pour moi du politique que tu as introduit. Donc je vais aller rapidement là-dessus. Il y a forcément aussi... on ne fait pas communauté en métropole à 300, 400 ou 500 000 habitants. Les communautés sont forcément localisées, sont forcément micro-localisées. Donc se pose la question du réarmement municipaliste, communaliste, et effectivement de trouver des nouveaux périmètres qui soient plus écologiques. Et il me semble que celui des biorégions, mais il y en a d'autres qui circulent, pourrait être une alternative crédible au périmètre métropolitain. Mais du coup, là, avec un contrôle citoyen et une réelle remontée des désirs d'autonomie à l'échelle des collectifs de vie, à l'échelle des lieux communautaires, et pas d'un capitaine d'industrie ou d'un chef de métropole à qui je souhaite bon courage pour faire démocratie à 5 millions ou 2 millions d'habitants le dimanche matin pour aller serrer des mains au marché. Il va falloir qu'il se lève un peu tôt. Donc politiquement, il me semble que la question des périmètres et des politiques se pose aujourd'hui ardemment, des compétences qu'il peut y avoir, mais moi j'ai juste une idée, c'est radicaliser, ou en tout cas avoir une perspective peut-être un peu plus forte sur l'artificialisation du monde et sur la bétonisation dont la métropole et les grandes villes sont aujourd'hui finalement le résultat direct, avec nous dedans. On ne peut plus respirer, on suffoque en ville. Ce n'est pas simplement un temps de canicule. Le temps nous a échappé, c'est une accélération incessante. Il y a donc aussi des corps qui sont en train de se poser un certain nombre de questions. Et il me semble que ça, c'est un opérateur politique. Le ressenti direct des gens, l'épreuve des corps, pourrait être pour moi, et l'est peut-être électoralement, je n'ai pas de chiffres là-dessus, un explicatif aussi de la conversion écologique petit à petit des consciences politiques. Alors,
en même temps, nous, écologistes, on est habitués à quelque chose qui est un discours un peu dubitatif par rapport à ce qu'on raconte, et surtout qui traduit peut-être une peur aussi. C'est-à-dire qu'on nous raconte qu'on va revenir à la bougie, à l'âge des cavernes. Non mais, tu rigoles, mais quand on fait une campagne électorale ou quand on distribue des tracts, c'est des choses qu'on entend. Bon. Et on peut être d'accord avec toi sur la radicalité, il faut aussi peut-être aussi répondre à ces inquiétudes. Hein. Et je trouve qu'une des vertus extraordinaires du livre de Claire, c'est de répondre très précisément à toute une série de questions que tout le monde se pose d'une certaine façon. Mais des choses toutes bêtes. C'est-à-dire que, enfin, des choses toutes bêtes qui ne sont pas bêtes du tout, mais je veux dire, par exemple, moi, si je me retrouvais à la campagne, physiquement, comment je ferais faire? Je ne sais pas faire, mon corps ne sait pas faire. Toi-même, tu racontes comment au début c'était dur dans ton corps, comment le corps de ton compagnon a été aussi blessé, comment il a fallu inventer des nouveaux outils. Bon. Et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, parce que ton livre, c'est aussi un livre qui est, alors tu appelles ça de la ruralité positive, moi je dirais c'est aussi un livre qui dit n'ayez pas peur, on peut le faire, et on peut y trouver des choses qu'on a perdues aussi, retrouver des choses qu'on a perdues. Tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, je pense qu'il y a plein de choses assez essentielles en fait dans la question qu'on se pose quand on fait le choix de la ruralité. J'entendais tout à l'heure l'histoire ce que tu disais sur quand on est écologiste et qu'on défend un projet un peu radical, on va nous dire oui, mais du coup, tout de suite, on a le schéma de l'ascèse, de la violence sur soi. Bon, en gros, c'est la ZAD, quoi. Voilà, on va se dire les choses comme ça, c'est-à-dire la radicalité, c'est prendre sur soi, c'est se mettre en difficulté, c'est être dans des niveaux de tension très élevés, etc. Et par ailleurs, c'est des expériences militantes que j'ai pu vivre et que j'ai pu rechercher. Mais je trouvais dommage, en fait, que les gens imaginent ça, parce que pour moi, ce que je constate, en fait, ce que je vis et ce que j'ai envie de partager, c'est que ma vision de la ruralité, elle n'est pas celle-là. Il y a un problème de projection et il y a un problème d'imaginaire qui est à la fois très global et très intime. Très global, d'abord, parce que je voudrais en parler juste avant de répondre à l'histoire de ce que ça implique pour nous, mais en gros, comment est-ce que les gens se projettent quand on leur parle de la campagne ? Soit il y a la campagne de loisirs, donc c'est ce que j'appelle la campagne consommée. C'est le week-end à la campagne dans le Perche, dans un petit gîte très sympa. Et ça, les gens le projettent très bien. Les grandes tablées, les barbecues, tout ça, les gens, ils se projettent bien. Et sinon, c'est la cambrousse. Donc là, c'est la ruralité donnée à l'agriculture intensive, où il faut faire 2 heures de route pour aller à l'école, où il n'y a pas de boulot, etc. Donc ça, c'est les deux projections antagonistes qui sont dans l'esprit et dont il est très difficile de se départir. Après, moi je défends un espace intermédiaire, c'est-à-dire un espace où en fait il fait bon vivre, mais où on vit différemment, nécessairement différemment de la manière dont on vit en ville. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des choses extraordinaires, comme par exemple le changement fondamental de la nature des relations sociales. Pourquoi ? Parce qu'en ville, on a la nécessité de passer par un espace marchand pour avoir des relations sociales. Surtout dans les grandes agglomérations, où c'est très difficile d'inviter des gens chez soi, parce qu'en fait, les voisins râlent, que c'est petit, etc. Et où du coup, on va passer par les espaces marchands pour... on va aller au théâtre, on va aller au café, etc. Donc on est dans des espaces qui n'ont pas d'intimité, où on a finalement des échanges qui sont assez superficiels, parce qu'en fait, il y a plein de gens autour et qu'on ne se raconte pas des trucs importants dans ces cadres-là. Et en fait, en plus, c'est ségrégatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'en a pas les moyens, vous voyez les jeunes qui sont dans la rue pour être entre copains, tout de suite, ils sont stigmatisés. Alors que quand des copains se retrouvent à la campagne, en fait, ils bricolent ce qu'ils veulent, ils se démerdent. Et puis à la rigueur, il y a même plutôt un regard bienveillant sur le regroupement des jeunes entre eux, quoi. Donc ça change fondamentalement des choses. Le fait que les relations sociales soient beaucoup plus plurielles, beaucoup plus intergénérationnelles, parce qu'en ville, il y a l'abondance, donc il y a le choix. Et le choix, ça implique, en fait, ça implique qu'on est beaucoup dans l'entre-soi. Et aussi, c'est les conditions matérielles dont je parlais avant. En fait, du coup, on va au restaurant, on va au café avec des gens qui ont les mêmes moyens, les mêmes habitudes, les mêmes envies que vous. Et le fait d'avoir des relations sociales qui soient plus intergénérationnelles, plus diverses, plus variées politiquement, ça change la vie. Ça change fondamentalement la vie. Donc il y a des choses comme ça qui sont peut-être... que moi, en tout cas, je ne percevais pas avant de partir, mais que je vis vraiment comme une richesse aujourd'hui. Et après, effectivement, il y a des difficultés et il y a des peurs. Donc moi, j'entends beaucoup de gens, effectivement, qui s'interrogent sur est-ce que je vais être à la hauteur de cette vie-là ? Il se trouve que l'école a tout fait pour nous formater dans un schéma de compétition
de compétences inutiles. Pas d'offense à mes enseignants. Je n'aurais pas écrit ce bouquin si j'étais pas passée par Sciences Po et si j'avais pas eu la méthodologie pour le faire. Mais il se trouve que quand même, globalement, pour couper du bois, souder, faire de la mécanique agricole, cultiver mon jardin, etc., mon parcours scolaire m'avait pas servi à grand-chose. Donc au moment où je suis arrivée à la campagne, déjà mon corps effectivement n'était pas préparé, parce que je travaillais en bureau depuis longtemps et que ça a été physiquement éprouvant. Mais après, il y avait une grande fierté de me rendre compte que j'étais capable de faire plein de trucs et de me servir d'une tronçonneuse, d'une déroussailleuse, d'une hache, enfin bon voilà. Donc ça, c'est très fort. En fait, c'est très intime, mais c'est très fort. Donc il y a cette première étape. Et puis, attends, j'ai un petit peu... J'ai un petit peu perdu. Oui, donc comment est-ce que ça prend sur nos vies? Et puis, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Oui, donc après, les gens, je leur dis, mais vous êtes capable d'apprendre, en fait. Vous êtes capable d'apprendre. Mais en fait, vous ne savez plus apprendre. Parce que la métaphore que j'utilise souvent, c'est celle des enfants qui font du vélo. Voilà, j'ai une petite fille de 5 ans qui apprend à faire du vélo. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est d'apprendre quand on est un enfant, mais c'est un truc extraordinaire, en fait. Ça fait très peur. Ça fait souvent mal. Vraiment mal. Hein. Et puis... ils ont beau être scrutchés, avoir du sang partout, souffrir dans leur corps et avoir un peu honte de ne pas avoir réussi, ils remontent sur le vélo et ils y retournent. Donc c'est des phases d'apprentissage avec beaucoup d'exigences sur soi. Et après, je vous souhaite vraiment un jour d'assister à ça. Un enfant qui marche, un enfant qui fait du vélo pour la première fois, la joie et la fierté d'avoir réussi ça n'a rien à voir avec une formation sur comment on évolue sur les outils Excel. Hein. On n'est pas dans le même registre. C'est-à-dire que vraiment, on a dans cette phase d'apprentissage quelque chose d'essentiel. Et donc les gens qui ont peur, je leur dis, vous êtes à l'étape 1. Vous êtes devant le vélo, vous savez qu'il y a des étapes qui risquent de faire mal, vous savez qu'il y a des étapes qui vont être difficiles. Il est bon de trouver des gens pour vous accompagner, vous soutenir, vous dire, vas-y, tu vas y arriver, vous montrer éventuellement comment faire, voire vous tenir un peu la selle au début. Et après, ce qui est au bout, est tellement plus fort. Ça vaut tellement la peine. Et après, on vit réellement tout ce qui était sur le papier, c'est-à-dire l'autonomie au quotidien, la liberté que ça implique, l'immense responsabilité aussi, hein, parce que le rêve de l'autonomie, on a des animaux, oui, ok, on a la vie d'autres êtres vivants sous notre responsabilité. La vie de son foyer aussi, parce que voilà, si on veut vraiment être autonome, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est des choix impliquants. Oui, c'est des choix qui nécessitent des renoncements, notamment à qu'est-ce que c'est que la réussite. Ça, je pense que c'est un enjeu hyper fort dans notre génération. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Là, on est face à un truc, et la crise du Covid, pour moi, c'est rien, à côté de la crise économique qui va arriver et qui va mettre des tas de gens qui avaient un objectif et qui se disaient, si je remplis cette part du contrat, alors j'aurai réussi. Et qui vont se trouver face à un vide abyssal, et qui s'y trouvent, pour de nombreuses personnes, déjà confrontées. Et en fait, là, on ouvre une porte avec cette question d'une société plus autonome, d'entraide, où il y a beaucoup d'auto-formation, où on construit aussi des modes de vie en communauté, parce que là, je parle beaucoup des choses individuelles, mais il y a aussi toute la part de vie communautaire. Il n'y a pas d'autonomie seule au monde, ça n'existe pas. Le mec qui vit tout seul, Walden, il mangeait chez sa mère. Hein. Donc il y a ce truc de l'individu seul, en ermite, qui va être capable de tout faire lui-même. L'autonomie, c'est l'entraide. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. C'est le partage, le recours au partage de savoir-faire, au partage de matériel. Et en fait, c'est ça qui se construit dans ces moments-là. En même temps, Claire, pour que le choix que tu as fait puisse devenir un choix de société, il faut autre chose que des choix individuels. Il faut aussi des institutions, il faut des systèmes politiques. Et j'aimerais que tu reviennes là-dessus, Guillaume. Tu as parlé, pour finir, tu parlais des biorégions. Alors, ça pourrait être les biorégions ou autre chose, mais il y a un moment donné où il faut que la démocratie se dise d'une façon différente, que la décision se fasse d'une façon différente. Il faut aussi penser des questions gigantesques, par exemple la question très compliquée de l'État. Bon. Donc comment on articule ce que vient de nous raconter Claire, très important, comment les choses se vivent dans les corps, dans des petites communautés, dans des apprentissages, dans la construction de solidarité, et donc vraiment d'une société en train de vivre,
et puis les conditions de possibilité, je dis institutionnelles, mais c'est peut-être pas le bon mot, ou politique, qui permettent la pérennité de ça, c'est-à-dire de transformer ça en projet politique qu'on peut partager. T'as des questions vaches, en fait. Oui, je suis désolé, mais je te les réserve à toi, parce que je sais que tu es capable de répondre à ça. Vaches aussi, celle de Claire. Moi, j'ai pas de... Enfin, il y a des éléments qui permettent de savoir ce que politiquement nous devrions peut-être interroger. De là à savoir ce que serait la bonne recette de l'organisation subséquente, c'est-à-dire le temps d'après ou le coup d'après, là c'est plus compliqué. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que la question même des institutions est posée. Dans ces démarches d'autonomisation, il y a plusieurs communs, dont je parle dans l'ouvrage, mais que d'autres avant moi avaient déjà repéré, et un de ces communs fondamentaux est de ne plus s'en laisser compter, c'est-à-dire de faire directement par le faire, de faire directement politique, d'agir très concrètement. Donc l'autosubsistance est aussi une résistance. La question de l'autogouvernement et de l'autogestion est posée. Ce qui veut donc dire que ça rebat toutes les cartes institutionnelles, tout l'emboîtement descendant de la pyramide politique. A-t-on encore besoin d'un État ? Moi, je pense que le jour où on se saisit vraiment de la question, on va avancer collectivement. Les biorégions sont typiquement dans une logique dissidente et sécessionniste. Elles se rendent indépendantes et autarciques vis-à-vis des États qu'elles ne reconnaissent plus comme légitimes pour fédérer le devenir écologique d'une communauté historique. Auquel cas, la biorégion est-elle une institution ? Non, c'est une organisation fondée sur un partage culturel et naturel à l'échelle d'un milieu de vie à différents étages. Il y a un étage confédéral pour les questions essentielles dont Claire notamment a parlé, l'éducation, mais aussi la santé, mais aussi l'énergie. Et il y a un étage micro-local qui est celui de la légitimité autour de l'énergie, l'alimentation, le logement, etc. La biorégion fonctionne à ces deux échelons-là, mais elle ne revendique pas de dispositifs biopolitiques et institutionnels pour pouvoir s'inscrire dans la durée. Je dirais même plus, elle revendique radicalement de ne surtout pas construire politiquement des institutions. Donc, faisons attention à la question. A-t-on besoin, c'est une question posée, moi je n'ai pas de réponse à ça, mais a-t-on besoin d'institutions pour faire une société écologique post-urbaine ? Doit-on pas parler d'organisation autrement fondée en démocratie ? Que fait-on de l'échelon municipal et communal qui certainement aujourd'hui est peut-être le moins armé politiquement ? Donc on parle de relocalisation et de nouvelles localités. Quelle politique on redistribue ou éventuellement on construit à cette échelle micro-locale ? Parce qu'il faut être clair, les localités municipales, aujourd'hui, c'est la décalque centraliste à l'échelle microscopique. J'exagère à peine en disant qu'un conseil municipal, c'est la décalque d'un conseil des ministres, avec bien évidemment Castex en moins. Mais néanmoins, on a donc quelque chose qui est mémitiquement, c'est emboîté de manière descendante. Il faut donc se poser la question du design institutionnel, je vais arrêter avec les anglicismes à 2 balles, de l'esthétique qui se joue derrière, politique, et voir concrètement comment ces deux étages-là peuvent être amenés sans trop institutionnaliser à s'organiser. Voilà. Mais la biorégion, excuse-moi, j'ai pris 7 minutes pour en fait une réponse de 10 secondes. La biorégion n'est pas une institution, c'est surtout pas une institution. Elle est fondée sur des pays géographiques, sur des bassins de vie, sur des écosystèmes, mais elle ne se décrète pas comme organisation décisionnaire du politique. C'est fonction de ce que les cellules de base, les communes et le municipalisme libertaire, éventuellement, l'écologie sociale micro-locale, décident de déléguer de manière confédérale à l'étage supérieur pour gérer certaines affaires publiques. D'accord. Dans 1 minute, je vais vous donner la parole, mais je voudrais simplement revenir, Claire, 1 minute ou 2 maxi, sur un point qu'a abordé Guillaume, qui est... Alors, je ne suis pas tout à fait convaincu par ce que dit Guillaume, parce qu'il faut des institutions pour construire des biorégions. Mais je veux dire qu'on se dit aussi, mais très naïvement, on est face à des territoires, tu le disais tout à l'heure, abandonnés, c'est-à-dire des territoires sans service public. On dit qu'il faut repenser la question de l'État, mais l'État souvent n'est plus là. Bon. Donc je voudrais, de ton expérience ou dans ta réflexion, comment tu vois, toi, cette question du service public, de l'État ? On a parlé de l'éducation, ça pourrait être le bureau de poste, ça pourrait être plein de choses de cet ordre-là, la santé. Oui, je pense qu'il y a à la fois des choses à redemander. Enfin là, en tout cas, moi qui suis quand même plutôt encore attachée aux institutions, je pense qu'il y a une part du rôle des institutions, et c'est le contrat social dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un service minimum d'accès aux soins, aux droits, à la santé, qui doivent être maintenus sur les territoires. Et l'exode urbain, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi la possibilité d'avoir
un minimum de population pour arriver pour jauger les effets de seuil et permettre de maintenir ces services partout de manière homogène sur le territoire, ce qui est quand même un enjeu aujourd'hui puisque c'est plus du tout le cas. Donc je pense qu'il y a une part de ça, mais il y a aussi une part, comme tu le dis, de changement du regard sur la manière dont on fait les politiques publiques en partant du terrain. C'est-à-dire que nous, on voit la réalité je parlais des fonds leaders aujourd'hui avec France Inter. En fait, il y a 700 millions d'euros qui sont tombés de Bruxelles pour les territoires ruraux. Il y a 28 millions qui ont été dépensés. Pourquoi ? Parce que les appels à projets, ils ne correspondent pas à la réalité des acteurs sur le territoire, parce qu'il n'y a pas la ressource pour mobiliser les fonds, parce que c'est trop compliqué. Et puis au final, il y a du pognon, il y en a besoin pour monter des initiatives super chouettes, mais ça ne correspond pas aux besoins réels du territoire. Donc en fait, si on ne part pas des besoins, si on ne part pas des acteurs et des actrices, il n'y a rien à faire. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un changement de regard. Et la même chose, un truc dont je voulais parler par rapport à ce truc-là, sur la politique publique, c'est aujourd'hui, l'alpha et l'oméga des territoires ruraux, c'est le marketing territorial. Alors dans les communes rurales, les maires, les responsables de Comcom, tout ça, ils vous parlent de ça à gogo. Le marketing territorial, c'est la concurrence entre les territoires. Et en aucun cas, l'exode urbain, ça doit être un levier de marketing territorial. Parce que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il y a des élus qui vont dire « Bon, alors moi, j'aimerais bien prendre ma part du gâteau. » Parce qu'il y a des urbains qui vont venir, ça va faire du monde, je vais pouvoir maintenir des écoles, je vais pouvoir maintenir un médecin, etc. Donc, je veux avoir ma part du gâteau. Donc, ils vont ouvrir un guichet et puis les gens, ils vont dire « Ah, s'il n'y a pas tel service, non, je vais plutôt aller chez votre voisin. » Et donc, on est dans des logiques de concurrence entre les territoires où il y a des gagnants, des perdants et où on reproduit le schéma de la métropole. Aujourd'hui, moi, j'appelle à la fois ceux qui partent à se poser la question réelle de leurs besoins, parce que ça, je pense que c'est un truc hyper important, la frustration que génère l'idéal consumériste urbain, parce qu'en fait, on n'y accède jamais, fait que quand les gens font le pas vers la campagne, par exemple, ils prennent des baraques trop grandes parce qu'ils en ont marre d'être dans des espaces petits alors qu'ils n'en ont pas le besoin. Enfin voilà, les exemples sont hyper nombreux. Donc il faut changer vraiment de manière de concevoir sa vie, son quotidien, son territoire. Et du coup, ne pas être des clients, mais se dire, quand j'arrive sur un territoire, comment je peux y contribuer ? Il n'y a pas de service ? Je vais le créer. Si je n'ai pas la compétence, je vais me former. Je vais me former et je vais répondre à ce besoin. Et en fait, je vais changer pour de vrai. Je vais peut-être changer de boulot aussi, parce que là, il y a un besoin et je vais prendre place dans ma communauté en faisant ça, quoi. Merci Claire. Guillaume avait besoin d'1 minute et après, ce sera Chloé qui posera les questions des internautes ou de la salle. Enfin, on est dans un monde merveilleux. C'est même pas 1 minute, mais il y a un lien. Alors du coup, je boucle la boucle entre quand je commençais par dire de quoi devons-nous nous déprendre pour réapprendre, il y a peut-être cette dépendance au service public qu'il nous faudrait aussi un peu déconstruire, non pas parce que le service public serait mauvais par nature, mais parce que le service public jacobin et souverainiste, en France en tout cas, mais aussi ailleurs, s'est construit dans la centralisation de notre dépendance. On dépend de la centralisation de la gestion énergétique, on dépend de la centralisation de la gestion de l'eau, on dépend des centrales de distribution et de consommation. Il y a donc peut-être aussi, si on doit revoir les besoins, à se déprendre de ça et à apprendre, alors non pas à être tous des maçons ou boulangers, mais on peut partager des compétences, non pas à tous fabriquer sa propre énergie, mais au moins à s'interroger sur ces chaînes de dépendance-là, parce que c'est bien les métropoles et les villes qui ont créé ces régimes de dépendance technique. Cette façon de toujours déléguer à autrui ce que l'on pourrait commencer par moments, petitement, à faire par nous-mêmes. Et parfois, le service public, il est venu se lever dans cet entre-deux-là. Donc, je ne cherche pas à amoindrir le service public, mais peut-être à le redimensionner, à des fins d'autonomie notamment. Merci. Chloé, c'est toi qui vas donner... Vous pouvez vous présenter, monsieur ? Une question, je m'appelle Armel Prieur, je serai demain soir en réunion au Studio 4 à 19h30. Ma question est pour Claire. Je suis rural. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que la revitalisation rurale passe par l'écoféminisme, que je vois de plus en plus présent en Nord-de-Sèvres, dans mes régions ? Les femmes se prennent en main et sont en même temps plus écologistes que la moyenne. Alors, je ne sais pas si je peux le constater. En tout cas, je le souhaite. Je pense qu'en tout cas, il y a dans l'écoféminisme un rapport au territoire qui est vraiment spécifique. Un rapport au vivant en général, et je pense qu'effectivement il y a un espace plus grand pour l'exprimer dans les espaces militants ruraux, et je pense que du coup effectivement je suis très heureuse de voir d'autres femmes autour de moi émerger sur ces questions-là et qu'on fasse communauté et qu'on arrive à faire avancer un peu les choses. Voilà, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales, donc aussi sur toutes sortes de transmissions de savoir
de savoirs traditionnels. Il y a plein de choses qui émergent aujourd'hui et je trouve que c'est très fort. Et en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir, effectivement, pour nos territoires. Oui, Alexis Martin de Nanterre. J'ai la double contrainte d'être à la fois habitant d'une ville et de la métropole parisienne. Je me demandais si les propos que vous tenez n'étaient pas quand même un petit peu utopiques et voire bucoliques. Est-ce que si on prenait 7 millions d'habitants de la petite couronne parisienne, qu'on les envoyait vivre à la campagne, est-ce que l'impact environnemental ne serait-il pas beaucoup plus important? On a abordé vite fait la question des transports et tout le transport urbain dense ne sera jamais rentable en campagne. Donc souvent les gens qui habitent à la campagne prennent beaucoup plus la voiture que ceux qui habitent en ville dense. La question se pose aussi sur le logement. Entre un petit appartement parisien et une grande maison à la campagne, en général, ce n'est pas les mêmes frais de chauffage, etc. Même sur l'occupation de l'espace public, enfin de l'espace agricole, etc. Beaucoup de maisons prennent plus d'espace que quelques immeubles. Donc voilà, l'impact environnemental me semble quand même assez important de la vie à la campagne par rapport à la ville en ville dense. Merci pour cette question qui, effectivement, c'est une question qu'on pose souvent. Claire et puis Guillaume, évidemment. Oui, alors moi je voudrais répondre là-dessus. Je pense que déjà, il y a une partie des territoires ruraux en France qui sont en telle déprise qu'il y a une nécessité d'avoir un retour de population pour pouvoir leur maintenir une vie, simplement une vie. On a quand même des départements comme la Creuse qui ont perdu 80% de leur population en 100 ans, donc il y a des capacités d'accueil qui sont quand même relativement importantes. Après, moi je ne pense pas que, je parle d'exode urbain comme d'un mouvement massif, je ne pense pas que tous les urbains doivent quitter la ville. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a 80% des urbains dans les sondages, et c'était avant le Covid, je tiens à le préciser, il y avait 80% des urbains qui considéraient que la vie rurale était une vie plus favorable que la vie urbaine, et 57% qui disaient que s'ils en avaient l'opportunité, ils feraient le choix de partir de la ville. Donc je pense qu'en fait, déjà, si on s'adresse à ces gens-là, on fait un grand pas. En termes d'empreinte, ce qui est certain, c'est que si on conserve les mêmes modes de vie, c'est ce que disait tout à l'heure Guillaume, on métropolise, c'est-à-dire que si on prend des urbains dans la ville et on leur donne le même mode de vie à la campagne, en fait, on urbanise la réalité. Donc, et là, il est clair qu'en termes d'empreinte écologique, les transports du quotidien pour aller au travail loin de chez soi, la consommation, voilà, je veux dire, c'est du délire, c'est pas du tout le souhait. L'exode urbain que j'appelle de mes voeux, il engage un changement réel de société, c'est-à-dire un autre rapport au travail, à l'alimentation, à la santé, et en fait, du coup, forcément, beaucoup à la consommation avant tout, et donc nécessairement une moindre empreinte écologique. Merci Claire. Guillaume? Et du coup, parce que je suis à 253% approximativement d'accord avec Claire, un autre rapport aux politiques, et ce faisant aux institutions, et ce faisant aux démocraties urbaines et aux démocraties métropolitaines. Celles qui ont créé de la distance, celles qui ont créé de la délégation, celles qui ont créé de l'hyperspécialisation de la compétence et qui nous ont tout simplement permis d'oublier qu'à un moment donné, on peut aussi fabriquer ce dont on a besoin pour manger. Voilà. Et ça, c'est l'œuvre moderne de la politique. Et c'est la ville qui l'a instituée comme œuvre de gouvernementalité. Auquel cas, moi j'ajouterais bien à ce que vient de dire Claire, il y a possibilité, sous condition de réalisation, mais qu'on s'interroge aussi sur nos propres rapports aux politiques. Voilà. D'où la biorégion, d'où le municipalisme libertaire, etc. etc. Merci Guillaume. On a le temps pour une dernière question, madame. Ça marche ? Bonjour. Laurence Motoman, je suis conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine. Je suis une rurale, j'habite dans les Landes. J'ai commencé ma vie jusqu'à 13 ans en ville. J'ai respiré les différents... la qualité de l'air qui n'était pas bonne. Je voudrais simplement dire, en tout cas, il y a un fait, c'est que l'autonomie alimentaire des plus de 40 000 habitants, ça n'est pas possible. Alors j'ai pris des notes, je vais essayer d'être rapide, je ne vais pas faire trop, je vais peut-être lire un peu, mais je vois une chose en tout cas, je le constate, moi j'ai décidé d'avoir mes enfants à la campagne, pour avoir vécu la ville justement. Et je pense que la ruralité, c'est reprendre aussi contact avec la nature, c'est apprendre le contact à la nature, c'est dire à nos enfants, regardez le papillon, regardez ceci, cela. C'est aussi du temps apaisé, c'est aussi du temps où il n'y a pas de bruit, c'est aussi la possibilité de se nourrir, peut-être pas en partie, mais c'est aussi la possibilité de soutenir des AMAP, des agriculteurs de proximité, ce que je fais depuis pas mal d'années. Et puis aussi, il y a une chose au niveau de la démocratie rurale, parce que vous avez parlé de démocratie urbaine, mais quand je vois la démocratie rurale au niveau du schéma de mobilité rurale, c'est pas vraiment ça. Au niveau des services publics, il y a deux choses.
Et il y a le service public au niveau de l'information. Donc on a les maisons de service public qui ont été transformées en maisons France, je ne sais plus, maisons. Donc, voilà, je n'ai pas de questions. C'est simplement un témoignage. Je suis une écologiste, je suis une femme. J'ai choisi d'habiter à la campagne. Et franchement, si on pouvait, alors j'enlève mes notes, mais si on pouvait apprendre à vivre, à créer des écosystèmes qui soient complémentaires entre la ville, la campagne, avoir des tiers-lieux, avoir des endroits où on peut avoir nos enfants à l'école. Ce qui n'est pas le cas, je vois de plus en plus de bourgs, que ça soit, moi je suis de Nouvelle-Aquitaine, hein, donc on a la chance d'avoir maintenant 12 départements. J'ai observé dans les 12 départements qu'on a des départements qui sont très proches. Madame, je suis désolé de vous interrompre parce que non, mais la captation vidéo fait qu'on est très contraint dans l'horaire. Simplement la question, est-ce que vous pensez que justement la démocratie rurale pourrait progresser avec nos idées écologistes d'économie circulaire, d'économie de proximité, enfin voilà. Je pense que la démocratie rurale peut et qu'il fait bon vivre à la campagne, c'est tout. C'est un témoignage. Alors, Claire, 1 minute, et Guillaume, 1 minute, je suis désolé. Merci pour votre témoignage. En tout cas, je pense que dans ma façon de vivre la politique en zone rurale, il y a quelque chose de fondamentalement différent avec la manière dont je le vivais dans un espace urbain. Et notamment, le niveau de tension et de violence qui est toléré dans l'espace politique en ville m'a beaucoup choquée, y compris dans les espaces écologistes. Et que j'ai retrouvé un espace beaucoup plus apaisé à la campagne parce qu'on accepte l'altérité. Et je pense que ça, on est vraiment dans la logique de faire commun. On a des contraintes, on est différents, il y a des chasseurs, voilà, il y a des agriculteurs conventionnels, il y a des bio, etc. Mais on essaye de faire commun et on essaye de faire avant tout parce qu'on est à une échelle humaine, en fait. Parce qu'on se parle entre individus, de mettre la priorité sur l'humain et de baisser les niveaux de tension. Et je pense que ça, c'est un enjeu très fort dans la démocratie rurale. Merci Claire. Guillaume 30 secondes. C'est un discours de la domination que de dire qu'il y a complémentarité entre ville et campagne. Les campagnes ont servi les villes. Les campagnes ont été desservies par les villes. Elles ont été exploitées. Il y a eu une déprédation généralisée. Les campagnes et les paysans ont été forcés. Il y a à un moment donné cette idée de la complémentarité. Faisons attention au message. Parce que je vois beaucoup dans l'ordre dominant cette idée qu'il y aurait complémentarité, alors même que c'est parce que la trajectoire urbaine est en train aujourd'hui de poser question que l'on va retrouver une harmonie que historiquement on a nous-mêmes détruit par le délire urbain. Il y a cette idée peut-être de, comme disait Claire, de rendre de la fierté aux campagnes et de redonner de la vertu, peut-être en dualisant un peu, sans pour autant la dispute ou le conflit permanent, mais néanmoins en radicalisant. Voilà. Il y a des fiertés à retrouver dans les mondes ruraux, par différence et peut-être opposition à l'urbain. Merci beaucoup. Merci à Claire Desmarres-Poirier. Je représente son livre. Il sort à la fin du mois. Il est déjà sorti. Il sort le 25. Je l'ai déjà lu, mais j'ai eu cette chance. Et Guillaume, son livre sort que début octobre, mais je représente en poche Les Métropoles barbares. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents dans cette salle et à tous les autres et toutes les autres qui nous ont suivis sur Internet. Les JDE continuent avec une grande plénière dans quelques minutes. Merci beaucoup.